le 5 avril 2013. J'arrive à São Paulo après un long voyage en avion. Quand je rallume mon téléphone, je vois des centaines de messages, des textos, des appels en absence, et là je comprends que tout va basculer. Je m'appelle Simon Davlar, et je vais vous raconter mon histoire avec App Gratis et les enseignements que j'en ai tirés. App Gratis, c'était un des premiers services de découverte d'applications dans l'App Store, dans les années 2008-2009, quand l'App Store est sorti. C'était un peu le Far West, il y avait des millions d'applications, et les gens ne savaient pas très bien comment découvrir celles qui étaient intéressantes, et nous on a créé ce service qui aidait les gens à découvrir des applis, et en plus de ça, on avait une spécificité, c'est qu'on négociait des bons plans. Les applications, grâce à nous, baissaient de prix ou étaient gratuites pour la journée, et les gens qui la téléchargeaient ce jour-là, ensuite pouvaient la garder. Il y avait des applications sponsorisées qui étaient marquées comme telles, qui étaient celles généralement d'un annonceur. Et à ce moment-là, si des personnes de notre communauté la téléchargeaient, on était rémunéré au nombre de téléchargements par le client. On a aidé pas mal d'applications qui sont devenues connues ensuite à émerger, notamment WhatsApp, qui était longtemps avant leur rachat par Facebook, une des premières applications de chat. Au début, on s'en rappelle pas, mais elle était payante. Il y avait aussi des applications qui ne sont pas devenues connues. Je me rappelle notamment d'un jeu, début 2013, qui avait été un de nos records. On avait fait une mise en avant qui leur avait généré 1,2 million de téléchargements en une seule journée. Et ça, c'était uniquement à partir d'App Gratis, sachant qu'après, comme les applications devenaient visibles dans les classements, elles bénéficiaient en plus d'une visibilité organique additionnelle très très forte. L'idée d'App Gratis, je l'ai eue aux États-Unis quand je travaillais dans la Silicon Valley en 2007-2008 dans une grosse boîte de hardware qui s'appelle Sonim Tech. Il y a eu une nouvelle plateforme qui est apparue, celle d'Apple, qui était en fait l'App Store, qui allait permettre à des développeurs indépendants de développer des applications pour un téléphone portable mobile, ce qui s'était jamais vu. Et donc il y a eu une sorte de ruée vers l'or. Un de mes copains me dit peut-être qu'on pourrait développer une des premières applications ou un des premiers jeux pour l'App Store. Et on développe un jeu qui fera partie des premières applications à être distribuées par Apple. En fait, ce qui se passe fin 2008, c'est qu'il y a la crise des subprimes, et la boîte dans laquelle je suis licencie en quelques jours plusieurs centaines de personnes, dont moi, ce qui fait que mon visa n'est pas renouvelé et que je dois rentrer à Paris. J'ai très envie de continuer à développer des applications, des services pour ce marché-là, que je commence à bien connaître. Et donc je lance successivement un blog dédié aux tests d'applications, qui très vite en fait va devenir une newsletter, dans laquelle je vais recommander tous les jours une application que je vais négocier. Je vois le marché des annonceurs se constituer, je passe la seconde. On développe avec un développeur indépendant une application qui va être dédiée pour notre service. Donc on va nous-mêmes accéder à l'App Store. On la lance début octobre 2010. Et ce qu'on fait, c'est qu'on la présente comme l'app du jour à nos abonnés. Évidemment, ils la téléchargent tous. Elle devient première de l'App Store. Et là, on voit pour la première fois l'espèce de mécanique d'emballement que les classements gratuits de l'App Store génèrent. Et on passe de 20 000 à 500 000 abonnés, vraiment en quelques semaines. Ça nous catapulte. Ensuite, toutes les applications qu'on va nous-mêmes mettre en avant bénéficieront de centaines de milliers de téléchargements. Et qu'en fait, les campagnes de téléchargement sponsorisées qui nous rapportaient quelques centaines de milliers d'euros avant, tout d'un coup nous en rapportent des dizaines de milliers. Et c'est là où on crée la boîte. J'embauche 30 personnes sans levée de fonds, uniquement sur les revenus de l'activité. On change de bureau, on prend des gros bureaux rue Cardinet. Et on se met en fait à industrialiser, à localiser déjà App Gratis dans plein de langues différentes. En 2012, grâce au lancement dans plein de pays, on fait 7,5 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et du coup, ce qui se passe, c'est que fin 2012, on finit par se mettre d'accord avec un fonds d'investissement pour une levée de 10 millions d'euros, ce qui aujourd'hui fait peu, mais à l'époque, pour un pure player du mobile sur un marché qui n'existait quasiment pas, c'était vraiment très très gros. Et donc, on lève de l'argent avec un fonds parisien qui s'appelle Iris Capital et qui co-investit avec Orange, l'opérateur téléphonique, dont le PDG à l'époque est Stéphane Richard, et avec Publicis, dont le PDG est toujours Maurice Lévy. L'objectif de la levée de fonds, il était triple, c'était de rendre la boîte visible, la légitimer, attirer encore plus de talents et surtout avoir les reins suffisamment solides pour investir, se lancer sur le plus gros marché de tous,
le marché américain. Début 2013, on profite de la levée de fonds pour faire un gros communiqué de presse à New York. Je me rends sur place, on fait la une de plein de magazines de presse éco, Forbes, on fait une interview sur CNN, et c'est un carton énorme puisqu'on passe de 0 client, 0 abonné à plus de 5 millions en moins de 2 mois et demi. Vraiment 2013, c'est l'année exceptionnelle, hein. Rien ne nous résiste, on embauche, je sais pas moi, 4-5 personnes par semaine. Je suis au bureau à Paris, je reconnais pas les visages. On est dans la presse constamment, on a des centaines de développeurs chaque jour qui nous envoient des emails, qui nous vraiment nous supplient de les mettre en avant. Les annonceurs se bousculent au portillon. On fait tous les mois des records de chiffre d'affaires. En 2013, on était parti pour faire 40 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année complète, donc c'était vraiment l'année de l'apogée, quoi. Avril 2013, je repars en visite dans un de nos autres bureaux locaux, à São Paulo, qui est toujours un de nos très très gros marchés. Et là, pendant le voyage en avion, en fait, c'est la douche froide. Précisément quand j'étais dans l'avion, Apple a décidé de retirer techniquement l'application App gratis de l'App Store sans nous prévenir. Il y a des blogueurs en Angleterre qui s'en sont aperçus, dans un blog très connu qu'on a parlé. Ça a été repris dans la presse américaine quasiment instantanément, et c'est monté en épingle, en buzz très très fortement pendant mon voyage. Et c'est uniquement le lendemain que je vais recevoir un coup de fil de l'équipe de modération basée à Cupertino, qui va m'expliquer que la société a enfreint 2 règles précises de leur règlement, et que pour ces raisons-là, l'application App gratis ne peut plus exister. Ils reprochent 2 choses à App gratis: d'avoir une interface qui reproduit d'un peu trop près celle de l'App Store, et de se servir des fameuses notifications push pour en fait faire de la publicité, ce qui normalement est interdit. Juste dans la foulée, je reçois un mail automatisé, qui est le fameux mail que tous les développeurs reçoivent quand leur application est soit validée, soit rejetée, et ce sera le dernier mail que je recevrai d'Apple. Nous, on considère qu'on est quand même dans notre bon droit, on avait reçu la validation de l'App Store, donc on ne voit pas pourquoi est-ce qu'on est déréférencé comme ça, de manière aussi violente. Et là, il va se passer pendant plusieurs semaines, en fait, un peu un jeu du chat et de la souris médiatique. Apple va communiquer, on va nous-mêmes recommuniquer, Apple va recommuniquer, et puis ensuite, il va se passer ce qui s'est passé, c'est que la ministre du numérique de l'époque, Fleur Pellerin, va venir dans nos bureaux faire une intervention autour des thèmes de la neutralité du net et aussi pour prendre notre défense, combat qui malheureusement finalement s'est avéré perdu. Au final, on n'aura jamais plus eu de contact avec Apple. Et en fait, ce qui s'est passé, je l'ai su bien longtemps après, mais ils ont considéré en fait que App gratis était devenu un petit App Store dans l'App Store et qu'on faussait les règles du jeu. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de, probablement bien à raison d'ailleurs, nous déréférencer pour qu'on arrête d'avoir l'influence qu'on avait au sein des classements de l'Apple Store. Cette crise avec Apple, ça a été hyper violent pour plein de raisons. Moi, j'étais hyper jeune, j'avais 26 ans, je gérais une centaine de personnes, j'avais énormément de stress sur mes épaules, on avait levé beaucoup d'argent, on avait internationalisé, donc c'était l'aboutissement de mes 4-5 premières années de vie professionnelle, donc je perdais tout d'un coup. Plus personne ne répondait ni à mes textos, ni à mes emails, ni à mes sollicitations, et ce passage d'un statut vraiment quasiment starisé comme peuvent l'être les start-upers quand ils réussissent, à un statut de paria, pour moi ça a été très dur à vivre. App gratis, on l'a définitivement fermé, finalement assez longtemps après, parce qu'en fait, il s'est passé 2 choses. D'abord, l'application est restée active sur les téléphones de millions de personnes, d'un côté, et de l'autre, on l'a lancée sur Android quand même si on a réalisé assez rapidement que les ratios de monétisation n'étaient pas du tout aussi bons, et qu'en fait, on gagnait beaucoup moins d'argent que sur iPhone. On n'a pas eu d'autre choix que de réduire la voilure. En tout, au moment du déréférencement, on était presque une centaine, et 1 an et demi plus tard, on était moins de 15. Et donc, on a arrêté définitivement l'application en 2017, début 2017. Et ça a aussi coïncidé avec l'essor de notre nouveau projet dans le secteur justement des notifications push. La réaction des investisseurs, elle a été de vraiment beaucoup nous soutenir. On s'est relancé avec la même structure et les mêmes capitaux sur ma nouvelle aventure, Batch,
qui est une plateforme de communication pour les marques et les médias. Aujourd'hui, l'histoire de Lab Gratis, elle fait partie intégrante des valeurs qu'on porte, notamment de résilience, mot un peu galvaudé, mais qui a beaucoup de sens pour nous, et qui font partie des valeurs fortes sur lesquelles on a construit Batch. C'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui beaucoup de cette histoire, parce qu'elle fait vraiment partie fortement de notre ADN de boîte. Cette aventure, elle m'a appris vraiment beaucoup de choses, mais s'il y en a bien une que je retiens, c'est l'importance des valeurs et de la culture d'un projet, de définir, d'écrire, de verbaliser des valeurs, des grands principes. C'est ce qui permettra aux collaborateurs et à tous ceux qui y participent de s'approprier ce projet et qu'ils puissent dépasser son ou ses créateurs. L'autre enseignement, c'est de créer un environnement sain pour les collaborateurs. Ce qui les fait rester, ce qui les fait surperformer, ce qui fait qu'ils vont coopter leurs amis, leurs proches, d'autres collaborateurs d'un très bon niveau, c'est vraiment parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils s'épanouissent. Un autre grand enseignement, c'est de jouer la transparence systématique. Et c'est ce qui permet aux gens de tenir et de pas se générer des angoisses inutiles. Ce que j'ai aussi appris, que j'ai aussi réalisé dans les faits, c'est que construire une équipe, c'est quelque chose qui se fait sur le très long terme. Et donc en fait, il faut vraiment envisager cette temporalité très longue avec les gens, et il n'est pas un sprint, mais un marathon.